L'Algérie s'inquiète de la propagation du coronavirus sur son territoire. Le pays s'apprête à franchir la barre des 1000 morts. Le président Abdelmadjid Tebboune a présidé une réunion de crise. De nouvelles pertes dans le rang de l'armée tchadienne. Au moins 8 soldats ont été tués près de la frontière avec le Nigeria. Leur convoi a sauté sur une mine. Et puis au Bénin, les femmes leaders de coopératives et de groupements féminins renforcent leurs capacités. Elles ont suivi une formation sur le genre et les violences faites aux femmes. Les détails dans cette édition. Voilà, plus sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Il y a recrudescence des cas de Covid-19 en Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune a présidé ce jeudi une réunion de travail. À cet effet, l'objectif est de faire face à cette situation qui empire. L'Algérie, qui approche la barre symbolique des 1000 morts, est à ce jour le pays du Maghreb le plus affecté par la pandémie de nouveau coronavirus. La réunion de jeudi a rassemblé plusieurs décideurs et autres responsables à divers niveaux, aux côtés du Premier ministre, des chefs des services de sécurité et des membres du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Au sorti de cette conclave, les autorités ont ordonné le reconfinement de 2 communes frontalières de la Tunisie. Ce, 2 jours après une décision similaire concernant 18 communes de la wilaya de Sétif. Ce rebond des cas de contamination est dû, selon les autorités, au relâchement de la population et au non-respect des règles de prévention et de protection. Le port du masque sanitaire est obligatoire depuis le 24 mai et les contrevenants sont condamnés à de fortes amendes. Mais de nombreux Algériens continuent à être réfractaires au port du masque et aux mesures de distanciation physique. Au total, près de 17 500 cas de Covid-19 ont été officiellement déclarés sur le sol algérien depuis l'enregistrement du premier cas le 25 février, dont 978 décès. Les professionnels de la santé, en première ligne depuis des mois, qui réclament davantage de moyens aux autorités, paient un lourd tribut. 1700 membres du personnel de santé, tous corps confondus, ont été contaminés. 31 sont décédés, dont 4 médecins durant la semaine en cours. Au moins 8 soldats tchadiens ont été tués et une dizaine de blessés dans l'explosion d'une mine au passage de leur convoi, le convoi de leur véhicule à Kalam, dans la région du lac Tchad, une région en proie au conflit contre Boko Haram. Une information confirmée par des sources sécuritaires locales. Un véhicule de l'armée tchadienne a sauté mercredi sur une mine à Kalam, proche de la frontière avec le Nigeria. Le bilan fait état d'au moins 8 morts et 21 blessés selon un haut responsable de l'armée tchadienne sous couvert d'anonymat. Selon certaines sources, l'engin explosif aurait été placé par des éléments du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, faction ayant fait scission en 2016 du groupe Boko Haram. Dans l'explosion de cette mine mercredi, un commandant de la gendarmerie a notamment trouvé la mort selon le haut responsable militaire tchadien. Plus tard, dans la même journée, des échanges de tirs ont également eu lieu entre des djihadistes et l'armée tchadienne à Bakaram, dans la même région. Kalam est une localité insulaire située à 5 km de la frontière nigériane, dans la province du lac Tchad. Dans cette région, les attaques djihadistes, un temps ralenti, se sont de nouveau intensifiées à partir de 2019. Fin mars, 98 soldats tchadiens avaient été tués dans une attaque par Boko Haram de leur base de Bohoma sur les rives du lac. Les pires pertes jamais subies par l'armée en une journée. Dans la foulée, l'armée tchadienne avait en son temps lancé une vaste offensive militaire en représailles jusqu'en profondeur au Niger et au Nigeria. Des centaines de Soudanais manifestent dans l'est du Darfour centre, appelant le gouvernement à assurer la sécurité de leurs propriétés. Cette réclamation intervient après plusieurs meurtres et pillages. Les détails dans ce reportage. Fin juin, des hommes armés non identifiés ont tué 3 agriculteurs près de la ville de Nertiti, située au Darfour centre, provoquant la colère des habitants qui dénoncent l'insécurité sévissante dans la région. Des centaines de Soudanais ont poursuivi ce mercredi un sit-in entamé il y a plus d'une semaine, appelant le gouvernement à renforcer la sécurité dans cette région en proie aux violences. Les manifestants ont installé un campement devant un bâtiment public dans la ville de Nertiti. Les femmes en général n'ont
aucune source de revenus. Nous, les femmes de Nertiti, n'avons pas d'autres activités que l'agriculture et quand nous allons travailler dans les champs, nos droits ne sont pas respectés. Nous sommes souvent battus et parfois même violés. Depuis longtemps, notre vie et nos revenus dépendent de l'agriculture. C'est pourquoi nous nous préoccupons de la sécurité. Jusqu'à présent, les révolutionnaires sont toujours sur les places des manifestations jusqu'à ce qu'il soit assuré que toutes les procédures ont commencé à avoir lieu, car jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des colons sur les terres des agriculteurs qui ne peuvent toujours pas se rendre sur leurs exploitations. Le Darfour, au service des groupes armés, est le théâtre de violence depuis plusieurs années. En 2003, un conflit y a éclaté entre le régime à majorité arabe d'Omar el-Béchir et des insurgés issus de minorités ethniques s'estimant marginalisées. Béchir a été chassé du pouvoir en avril 2019 après plusieurs mois de manifestations de masse dans le pays. Oussama Abdallah, un autre manifestant, compare la situation des habitants de la région à une prise en otage par les groupes armés. Les autorités de transition à Khartoum ont envoyé cette semaine une délégation pour tenter de répondre aux demandes des manifestants. Elle tente également de négocier un accord avec les mouvements rebelles du Darfour. Le nouveau président malawite Lazarus Chakwera à l'épreuve du pouvoir. Il avait promis une gouvernance exemplaire. Il a essuyé ce jeudi ses premières critiques sur ce thème. C'est après la présentation de son tout premier gouvernement, une équipe qui fait la part belle aux proches du chef de l'État. Les services du président du Malawi ont dévoilé ce mercredi la liste des 31 membres de sa première équipe ministérielle. Un gouvernement dans lequel figure un couple, des frères et sœurs et une forte proportion de personnalités originaires de la même région que le chef de l'État. Le président Lazarus Chakwera, qui avait promis une gouvernance exemplaire, a essuyé dès ce jeudi ses premières critiques. La composition de ce gouvernement a suscité de larges inquiétudes dans les médias, mais aussi dans le rang des soutiens du nouveau président. C'est le cas de Luc Tembo, un responsable de la coalition des défenseurs des droits humains, qui a soutenu Lazarus Chakwera dans la rue pour obtenir l'annulation de la présidentielle de 2019. À en croire certaines figures de la société civile, les Malawites ont le sentiment que certains postes n'ont pas été attribués au mérite, mais au vu du soutien financier exprimé pendant la campagne. À la tête du principal parti d'opposition, Lazarus Chakwera a remporté l'élection présidentielle disputée le 23 juin dernier avec 58,5% des suffrages, loin devant le chef de l'État sortant Peter Mutharika au pouvoir depuis 2014. Ce scrutin a été organisé après l'annulation pour fraude de la réélection de Peter Mutharika. Au Burkina Faso, le Parlement a recommandé ce mercredi le report d'un an des élections législatives, mais il a décidé de maintenir la présidentielle. Les deux scrutins devraient se tenir le 22 novembre prochain. En raison des attaques djihadistes qui minent le Burkina Faso, le Parlement a recommandé le report des législatives, mais pas de la présidentielle. Nous avons demandé qu'en fonction de ce que nous avons dans la constitution du pays, que nous puissions pouvoir reporter les élections législatives et maintenir la présidentielle. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, à l'issue d'une audience avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, accompagné des 6 présidents de groupes parlementaires. Alassane Bala Sakandé a présenté au chef de l'État un rapport d'une tournée courant juin d'élus nationaux dans les 5 régions touchées par des attaques djihadistes pour prendre le pouls de la situation sécuritaire. Et selon ces explications, dans certaines régions, des conseillers ont dû, pour 60 km, faire des détours de 300 km, quitter complètement le Burkina Faso, aller dans un autre pays voisin pour pouvoir revenir dans le chef-lieu de la région. Pour certaines régions ou provinces, il est quasiment impossible d'y mettre les pieds. Le rapport propose également l'obligation pour le président élu d'organiser la réconciliation nationale avant d'organiser les élections législatives et municipales en 2021. Selon l'ONU, les attaques djihadistes et les violences intercommunautaires ont fait 4000 morts en 2019 au Mali, au Niger
et au Burkina. Au Bénin, des femmes leaders de coopératives et de groupements féminins de la commune d'Alada, dans le sud du pays, ont bénéficié d'un atelier de formation et de sensibilisation. Les thèmes développés portent entre autres sur le genre et les violences faites aux femmes. Une initiative de l'association des anciens boursiers du programme YALI. Les détails. Ces femmes, déterminées à en apprendre sur leurs droits et devoirs, ont répondu présentes à la formation organisée à leur profit. Rassemblées dans la commune d'Alada, elles sont pour la plupart responsables de groupements. Mais elles en savent peu sur leur potentialité. J'ai de constater aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes qui sont leaders d'associations, qui sont leaders de groupements, qui ont des fortes capacités de mobilisation, qui accompagnent les hommes politiques à avoir les postes de responsabilité. Alors qu'elles-mêmes, elles aussi peuvent prétendre quand même à ces postes. Elles remplissent toutes les conditions nécessaires pour pouvoir accéder aux postes de prise de décision. Mais elles manquent suffisamment de confiance en elles-mêmes pour décider de sauter le pas. Et c'est pour ça que nous avons décidé de les accompagner à renforcer leur estime d'elles-mêmes, leur confiance et leur donner les outils. Le phénomène persiste, certainement parce que les gens ne portent pas plainte. Les gens, suite à des plaintes, ont des pressions sociales de tout genre qui font que vraiment elles se retraitent souvent. Et il y a également la lenteur administrative, le coût. Parce que quand vous êtes dans une situation de violence, par exemple, si c'est une violence physique ou sexuelle, il faut pouvoir apporter la preuve de la violence. Et cette preuve-là, c'est avec un certificat médical et qui a un coût, malheureusement. Ce n'est pas gratuit. Bien que la loi ait prévu une prise en charge intégrée gratuite, ce n'est pas encore fonctionnel. Donc nous allons aborder ce thème avec les femmes pour quand même leur montrer qu'elles ont le droit de briser le mur de silence et de dire non aux violences faites aux femmes afin que vraiment cette violence-là cesse. L'association des anciens boursiers du YALI au Bénin est heureuse d'implémenter cette formation avec le soutien de Social Watch Bénin. Cette formation initiée par l'association des anciens membres du programme YALI a permis aux bénéficiaires d'en apprendre sur le genre et les violences faites aux femmes, sans oublier leur participation citoyenne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.